vous propose 3 séquences pitch solution, environ 3 fois une demi-heure, avec à chaque fois le minimum de constats, le maximum de solutions. C'est l'idée des loops HV, c'est l'esprit de nos événements. Pour le premier pitch solution, le thème au-dessus de ma tête aussi, comment accélérer la compétitivité de l'industrie, foncier, règlement, financement. Pour en parler aux côtés de Jalil Beladila, on invite à nous rejoindre sur scène Mathieu Dessat. Outre Delta, on peut l'applaudir. Bonjour Mathieu, on va ajouter quelques chaises. Installez-vous. Je vous présente donc outre Delta Nov, l'entreprise que vous présidez. Vous êtes également fondateur d'ITS Fusion, qui est un réseau d'entreprises biterroises créé en 2010 et qui regroupe qui regroupe sur un large spectre de compétences, donc je vais rappeler sous-traitance, conception et réalisation de machines spéciales et outillage, travaux neufs, maintenance industrielle, contrôle et maintenance prédictive. Et vous êtes aussi administrateur de l'UIMM Occitanie et vice-président industrie de la CCI Hérault. Bonsoir. Ah oui, pardon, bonsoir à tous. Vas-y. On accueille également Agnès Julien, qui est membre du bureau de l'UIMM Occitanie. Et membre du conseil d'administration de Plaisir Méditerranée. Bonsoir. Agnès, vous présentez. Bonsoir Agnès, bonsoir Mathieu. Et Mathieu Ourliac, président du MEDEF Béziers Littoral Ouest Hérault. Monsieur Ourliac, bonsoir. Le MEDEF Béziers Littoral Ouest Hérault qui compte 425 adhérents, je dis ça sous le regard attentif de Francis Pozzo. Donc un rebond sur l'actualité, réindustrialiser, décarboner, évidemment ça devient urgent comme Jalil l'a rappelé en introduction, pour reconquérir une souveraineté qui a été perdue au fil des décennies, très rapidement, pour pas qu'on soit trop dans le constat, mais quand même pour interroger en même temps quand même le thème qu'on a posé ce soir, et bon, qui est, comment dirais-je, il y a une part de subjectivité dans ce qu'on choisit dans les thèmes. Le thème a été arrêté il y a 3 mois. Donc en quoi il est particulièrement d'actualité, en quelques mots pour vous, juste en quelques mots. Mathieu Dessat. On n'est pas sur un débat idéologique ou un débat politique. C'est clair, c'est une nécessité de réindustrialiser, c'est pour notre souveraineté. Jalil l'a dit en propos introductif. Pendant des années, on a externalisé la production, on peut le dire, on a externalisé dans d'autres pays, on a laissé d'autres pays produire pour nous. Aujourd'hui, il faut revenir sur ça parce qu'on voit que ce n'est pas un chemin qui est possible. On l'a vu pendant le Covid, on le voit encore dans la crise qu'on connaît aujourd'hui. Et donc forcément, il faut qu'on se mette derrière ça et qu'on pousse à la réindustrialisation. C'est un enjeu de souveraineté qui est capital pour nous. Agnès. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, la France, c'est 11% du PIB. L'Allemagne, c'est 17%. Donc on a encore une grande marge de progrès. On voit qu'on s'est fait aussi un peu doubler par des pays qui sont tout juste à côté de nous, dont l'Espagne qui est en train d'accélérer fort, l'Italie aussi. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits malgré tout en 2020-2021. Je crois que le quoi qu'il en coûte, il a coûté fort cher et finalement on a beaucoup aidé les entreprises. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas uniquement des subventions, mais c'est plus, je dirais, une problématique générale. Il faut que tout le monde soit aligné. Je pense que les efforts sont là, que tous les gouvernements ont l'air de vouloir le faire, les collectivités locales n'en parlons pas. Mais le désir, c'est pas uniquement ça, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer sur le fond, mais peut-être qu'on en reparlera. Mathieu Ourliac. Oui, mais deux thèmes importants sur la réindustrialisation. Le premier, effectivement, c'est la souveraineté, qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut entendre au niveau de la défense, etc. Être autonome industriellement parlant, c'est important. Et un deuxième thème qui est la productivité. La productivité en France, elle est portée par l'industrie et par l'innovation. Et notre désindustrialisation nous a un peu déproductivisés. Voilà. Et comme on a un déficit de population, qui fait qu'on a des problèmes structurels de financement public, une des variables d'ajustement, c'est l'amélioration de la productivité. Malheureusement, cette productivité, on ne l'a pas dans l'économie de services dont je fais partie et dont la France a aujourd'hui est largement composée. On l'a dans l'industrie. Donc c'est une question de survie, de réindustrialiser en France et en Europe. Il faut donc réindustrialiser. Gardez le micro, en effet, je vais vous poser une question. Il
faut donc moins dépendre des autres. Mais comment on fait pour accélérer la compétitivité de l'industrie française et ici, en Occitanie et à Béziers? Alors, je vous donnais aussi, parce que j'ai la casquette MEDEF, c'est la compétitivité, déjà. Pour attirer de l'industrie, il faut la compétitivité. Nous, la compétitivité qu'on défend dans l'Interpro MEDEF, c'est le coût du travail et l'inflation des normes. Coût du travail, aujourd'hui, on a beau être innovant, on se met toujours plus en compétition par rapport à des pays moins de 10 ans. On a aussi besoin d'une industrie simple. On ne peut pas avoir que de l'industrie innovante, technologique. Il faut aussi de l'industrie simple. Donc compétitivité et inflation de normes dont on essaie de lutter le plus possible au niveau du MEDEF, c'est que la norme, alors derrière chaque norme, il y a une bonne intention, sauf que de toutes ces bonnes intentions, aujourd'hui, on a fait augmenter le coût de produire et on a augmenté la complexité, ce qui coûte cher à notre industrie. Pas qu'à notre industrie, mais entre autres à notre industrie, parce que l'industrie, elle est en compétition avec le monde, alors que les services, on est en compétition à 100 mètres, enfin à 100 km autour de nous, quoi. Donc on a besoin de leur donner cette bouffée d'oxygène. Mathieu de Sage, vous voulez vous donner la parole sur cette question également. Oui, alors Mathieu parlait de la productivité et des services. Juste un rappel, un emploi industriel aujourd'hui, c'est 4 à 5 emplois induits. Donc ça montre le poids de l'industrie et la nécessité d'avoir des industries fortes ici, pour avoir du service à côté et de la consommation. Donc effectivement, vous avez cité le terme accéléré de la question. Je pense que la vitesse, c'est un enjeu énorme pour les industriels. Parce qu'aujourd'hui, on est en train pour certains en tout cas, de gagner des enjeux et des paris technologiques. Et la vitesse, le fait d'aller vite, ça nous donne un facteur différenciant qui peut nous faire gagner ou au contraire tuer l'industrie. Donc ça, c'est important à savoir. Du coup, pour aller vite, il faut simplifier administrativement les choses. Et là, c'est à nous de pousser pour que les pouvoirs publics, dont la région fait partie, mais aussi et surtout l'État, puissent limiter les temps d'instruction des dossiers de permis de construire, des autorisations de produire pour un site ICPE ou autre. Quand on voit qu'aujourd'hui il faut 3 à 5 ans pour développer un projet ici en France versus parfois 1 an pour des pays comme l'Italie, on a de quoi se poser des questions sur notre compétitivité ou notre capacité. Ouais, on ne peut pas dire que c'est l'Europe. Puisque l'Italie, voilà, on ne peut pas tout mettre sur les épaules de l'Europe, ça c'est clair. Et je trouve qu'en France, on le sait ça depuis longtemps, on empile les normes en fait et on fait de la surqualité. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Donc ça on le répète, mais il faut ne cesser de le répéter. Et donc des institutions comme le MEDEF, comme la CCI sont là pour ça, pour porter cette voix et essayer de montrer qu'il faut qu'on aille plus vite, sinon c'est foutu. On commence un projet qu'on est déjà en retard et qu'on prend déjà un retard qui est énorme sur une compétitivité qui est mondiale. Une concurrence qui est mondiale. Ouais. Je crois qu'on peut être que d'accord, le poids de la bureaucratie, le poids des règles, mais aussi le poids du coût du travail, qui est quand même aujourd'hui un des gros enjeux de l'industrialisation de la France. Quand on est aujourd'hui mis en difficulté, c'est souvent par des produits qui sont produits dans des conditions bien moins chères que les nôtres. Et malgré tout, si on parle d'armement, certes ça fonctionne, de fleurons tel qu'Airbus ça fonctionne, mais quand on est sur du courant, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc il faut vraiment être toujours dans l'innovation. Et c'est vrai que le coût du travail aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Et la question qui est derrière le coût du travail, c'est le coût du social. Parce que s'il y a moins de social, évidemment, il y aura plus de travail et plus de gens qui peuvent peut-être aussi travailler. Donc c'est là le vrai fléau aujourd'hui de la France. C'est peut-être un non-dit et je mets peut-être volontairement les pieds dans le plat. Mais si on est là aussi pour en parler, c'est peut-être pour un peu casser les tabous. Non, mais allez-y. Et le but, c'est aussi... c'est pas scandaleux ce que vous dites, c'est pas... ça va. Mais allez-y, je vous laisse développer, je vous ai coupé. Allez-y, je vous laisse. Tu peux me tutoyer. Oui, mais c'est vrai que je suis toujours entre le tutoiement et le vouvoiement là ce soir. Non, mais ce que je dis, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, effectivement, le coût du travail, c'est un problème aujourd'hui en France, parce que c'est effectivement pas très attractif de travailler par rapport au fait de non travailler, et que s'il y a moins de charges sociales, je précise, et non pas patronales, ça serait peut-être plus intéressant pour des salariés plutôt que les situations de non-emploi. Et aujourd'hui, quand on a des difficultés ou qu'on peine à recruter, ça éviterait peut-être d'avoir les problèmes qu'on a. Même si cette initiative dans le Biterrois telle qu'Eden, on voit quand même que c'est pas aussi facile qu'il paraît.
Donc ça sera la thématique de la dernière table ronde, et je crois qu'il y a des gens ici qui pourront le redire. Après, les règles, elles sont complexes, elles sont parfois utiles, même très utiles. S'il n'y avait pas des garde-fous, eh bien, on aurait peut-être fait des choses plus mal que ce qu'on les a faites en réalité, donc il en faut. Par contre, accélérer aujourd'hui, je crois que tout le monde a envie de le faire, mais après, il y a les poids de l'histoire, le poids des services, le poids de choses qui sont parfois complexes, pas de bureau unique, un porteur de projet, ben, effectivement, il a un parcours du combattant. Et par contre, on voit aussi que quand on a un projet tel que j'aime bien à Béziers, on s'est accéléré. Donc je crois que quand on arrive à réunir des volontés, on peut. Mais en revanche, il faut quand même qu'on se dise des choses. Tout n'est pas simple. Et quel est le rôle que peuvent jouer vos institutions, syndicats, collectivités respectives, justement pour accélérer en termes de solutions CCI, UIMM, MEDEF, Région Occitanie, pour la région avec moins d'argent aussi, des budgets contraints, comment on fait pour être plus efficace avec moins d'argent, enfin, voilà. Et vous l'avez dit, il y a un enjeu de financement qui est important. Je vous donne un chiffre, juste pour que vous puissiez mettre le curseur là où il faut. Les régions en France, depuis 2015 et la loi NOTRe, ont récupéré la compétence économique, développement économique. Et donc, elles sont chefs de file du développement économique. Elles doivent animer tout un écosystème avec tous les partenaires qu'on a cités pour pouvoir donc réaliser mais l'intention de décentralisation, entre guillemets, je viens de guillemets, de cette volonté de sous-traiter et de donner la compétence économique aux régions n'a pas été suivie des budgets, des financements. Est-ce que vous savez combien dépense, par exemple, l'État français dans le développement économique, dans ce qu'on appelle les aides directes? C'est 200 milliards. Est-ce que vous savez combien dépensent les régions, toutes confondues? 2 milliards. Vous voyez, nous sommes sur 1%. Est-ce que vous savez que France 2030, c'est 54 milliards? Est-ce que vous connaissez la part qui a été régionalisée? C'est moins de 1%. Donc c'est ça qui ne va pas en France. C'est volonté de faire des choses, c'est comme quand on se donne un objectif de 15% de regain du PIB de l'industrialisation, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas réaliste, effectivement, dans les faits. Et qu'on ne connaît pas les territoires, on ne connaît pas les mécanismes, on ne connaît pas les dynamiques, on ne connaît pas suffisamment la granularité fine des territoires et de leur réalité industrielle, économique et leur puissance. On a parlé d'Airbus, qui a aujourd'hui plus de 10 ans de commandes et plus de 1000 milliards de commandes, qui est le plus gros carnet de commandes privées. Mais sauf que ça allait trop vite. Ça allait trop vite et à un moment donné, il a épuisé lui-même sa supply chain et on n'a pas assez formé, on n'a pas assez, on va dire, structuré pour pouvoir suivre cette montée sur rampant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une pause, le programme leader, pour pouvoir permettre à tout le monde de respirer et de le suivre pour aller au sommet de la vingtaine. Donc c'est ce qu'il faut que l'État fasse. Donc plus de moyens décentralisés pour qu'on puisse financer. Maintenant, je réponds aux 4 lettres sur ce qu'il faut faire. Nous les avons identifiés, les leviers. Il y a les 5 F, que vous connaissez tous, et 3 leviers. Les 5 F, c'est foncier économique, formation, financement. Et il y en a 2 que je laisse pour l'État, fiscalité et formalité. Ça, c'est pas vrai. Mais sur chacun des leviers, on peut faire des choses très précises et je peux vous en parler. Et puis les leviers politiques, on les connaît. La transformation nécessaire, c'est l'urgence climatique, c'est l'environnement, et évidemment la décarbonation, c'est une évidence. Et ça amène des points de marge de progrès. Et on est dans la région à économie positive. Le deuxième levier, il est technologique et technique. Et il faut donc robotiser, cobotiser, intégrer l'IA, la cybersécurité et la data. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas conscience de ces enjeux-là. On pense que c'est des affaires de grands groupes et de pays. C'est des affaires de tout le monde. Et puis le dernier, bien sûr, qui n'est pas le moindre, c'est le social et le sociétal. Les équilibres vie professionnelle, vie privée, l'appétence, l'attractivité des métiers, la marque employeur, les territoires, délocaliser et ne pas se concentrer sur les métropoles. Évidemment, tout ça, ce sont des enjeux importants, mais il y a aussi la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, l'accès aux femmes aux postes de décision, mais aussi la répartition de la richesse créée. Ce sont des enjeux qui ne sont plus des tabous, et donc il faut les mettre sur la table si on veut faire un progrès global et à 360. Chez Oleg, le rôle du MEDEF, justement, pour accélérer la réindustrialisation.
votre rôle, Alors, rôle peut-être le premier rôle, c'est la veille à ce qu'on n'augmente plus le coût du travail. Et quand je parle de coût du travail, pour que les choses soient claires, on ne parle pas de ce que touchent les gens. On parle du rapport entre ce que ça coûte et ce qui reste dans la poche de celui qui vient travailler. C'est ça qu'on dénonce, qu'on s'efforce de dénoncer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est pour un certain nombre de mesures impopulaires qui pourraient permettre de réduire ce rapport sur le coût du travail. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les réformes que l'on soutient, qui sont impopulaires, parce que je vais devenir moi-même impopulaire très rapidement. Voilà. Monsieur Dossas. Oui, Côté CCIO, CIO, votre rôle. Déjà, je pense qu'il faut, on disait tout à l'heure qu'il faut laisser, tu parlais de garde-fou Agnès, il faut laisser les industriels faire, ils savent faire. Donc il faut simplifier les choses, comme je l'ai dit, et les accompagner là-dessus. Et c'est ce que je vois au sein de la CCI et de l'UMM, c'est cette capacité à accélérer en simplifiant, en aidant à simplifier les dossiers administratifs. Et donc la CCI, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement? Eh bien, elle apporte de l'aide au montage de dossiers administratifs, qui sont parfois surinterprétés, et donc il faut lire entre les lignes pour pouvoir les déposer. Donc ça c'est déjà une première démarche. Et je peux vous dire que c'est parfois un parcours du combattant pour un jeune entrepreneur ou quelqu'un qui se lance que de déposer un dossier pour créer son entreprise ou pour déposer un premier projet industriel. Donc c'est à ce sens-là que, de façon concrète, la CCI et l'UMM peuvent aider, jusqu'à donner une aide juridique parfois quand il le faut. C'est également former et attirer les talents. Parce qu'une fois qu'on a créé son entreprise, il va falloir recruter. Et en ce sens-là, l'UMM et la CCI travaillent ensemble sur l'attractivité des métiers. On le fait aussi avec l'EDEN. C'est important parce qu'il n'y a pas d'industrie de demain sans talent. Et je suis content aujourd'hui qu'on puisse s'exprimer au sein de l'IUT et qu'il y ait certains jeunes qui soient en formation ici. C'est vous, les talents de demain de l'industrie. Et je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais l'industrie, elle recrute. Donc je sors un peu du cadre. Elle recrute à tous les niveaux. Et elle paye bien. Ça peut être un enjeu de carrière pour vous. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi au sein de nos institutions, c'est qu'on travaille sur l'attractivité des métiers et on montre que l'industrie aujourd'hui, elle peut donner des beaux débouchés, bien plus que d'autres secteurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans l'industrie, un jeune BTS, et je crois qu'ici c'est des DUT ou des licences robotiques, bientôt des masters ou des postes d'ingénieurs, avec Polytech je crois, gagne plus, donc un BTS ou un DUT gagne plus qu'un banquier qui démarre sur une carrière. Donc ça, il faut le savoir et c'est pas assez dit. Et donc c'est ce qu'on fait, de l'attractivité des métiers, on promeut ces métiers qui peuvent grossir dans nos industries. Il y a aussi des choses positives qui se font et qui aboutissent, comme c'est un peu technique, mais sur le dossier ZAN, zéro artificialisation nette, je crois qu'il y a eu une application bitéroise du ZAN par rapport au projet Geneviève, me semble-t-il. On peut le rappeler en quelques mots pour dire qu'il y a aussi des choses qui se font, quoi. Okay. De positives. Alors, le ZAN, effectivement, ça permet de réduire les surfaces sur lesquelles on va construire pour laisser des surfaces libres pour l'écologie. Donc, c'est très bien, je pense que c'est un beau sujet. Mais si on veut réindustrialiser, il y a beaucoup de barrières déjà qui s'opposent à nous. Et celle-là, elle est encore elle est une barrière qu'on s'est rajoutée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire et étendre des zones industrielles partout où on le veut. Donc, on a été face à ce projet, à ce problème, sur Béziers, et notamment le projet Geneviève. Et on a réussi, grâce à l'élan de l'écosystème Eden, à bousculer un peu ces barrières, grâce aux industriels qui se sont réunis, à l'aide de la région, à l'aide également de la CCI, mais aussi et surtout du préfet, François-Xavier Loge, qui s'est engagé à le faire, à sortir le projet Eden, et non pas que Geneviève, de l'assiette ZAN. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que le projet Eden, l'écosystème Eden, donc Geneviève et tous les industriels qui s'engagent dans la transition énergétique sur Béziers seront exempts de cette loi qui tend à limiter les surfaces combatives. Ça c'est important, je pense que c'est une première victoire. Ça montre que quand on le fait ensemble, on arrive à gagner. Et les industriels ne veulent pas tout bétonner, hein. Mais sachez qu'on a besoin, si on veut avoir de l'économie et du boulot ici, de pouvoir créer des usines et de pouvoir s'étendre. Et donc à ce sens-là, je trouve que c'est une bonne action qui a été faite, effectivement. Agnès, à l'échelle peut-être de l'UIMM, bon, vous êtes tous les deux UIMM, mais bon, là, tu peux prendre la parole là-dessus. Oui, la même chose que ce qui vient d'être dit, mais je crois que c'est même au-delà de l'échelle territoriale. C'est une échelle qui est nationale aujourd'hui. Quand on parle avec le ministère de l'Industrie, de la transition écologique ou d'aménagement du territoire, tout le monde est aujourd'hui aligné pour dire que les projets, il faut les pousser, et qu'évidemment, il revient aux collectivités locales ensuite de faire des efforts pour qu'on aille dans le sens de la réindustrialisation. Et je crois qu'au-delà de ça, ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a déjà là. C'est-à-dire qu'il y a les nouvelles entités, mais il y a aussi celles qui sont déjà là, dont il ne faut pas bloquer les projets quand il y en a,
Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on met beaucoup plus d'énergie pour des nouveaux projets, mais finalement, des projets qui sont déjà là, parfois, ils ont un parcours du combattant qui peut s'avérer plus compliqué. Je sais que dans notre syndicat professionnel, qui n'est pas l'UIMM, mais qui est le syndicat d'éclairage, récemment, une marque fort connue et un fleuron français installé dans les Vosges pour faire une extension, ça devient très complexe, alors que c'est un fleuron français, et que malgré tout, parce qu'il y a un petit lézard protégé, et ben c'est le parcours du combattant. Donc on a ça partout, on a ça pour les routes, mais on a ça aussi pour l'industrie. Et donc c'est important de se dire qu'il faut que le déjà là, il progresse aussi, parce que détruire des emplois, c'est aussi très compliqué, mais ne pas en créer sur du déjà là, c'est encore pire. Merci Agnès. L'électrification des usages aussi, c'est un sujet important sur évidemment pour la décarbonation. On produit trop d'électricité, je crois, en France aujourd'hui. Mathieu Dessat, il me semble, on n'en consomme pas assez, en tout cas, je ne dis pas qu'on en produit trop, mais on n'en consomme pas assez. Il y a un sujet, comment encourager l'électrification des usages? Effectivement, à certaines périodes de l'année, certaines heures, on en produit trop. Du coup, comment on encourage les usages? Alors, il y a plusieurs réponses à ça déjà. Pour répondre à ce problème de surproduction, on surproduit parce qu'on s'attend à ce que l'électrification puisse arriver et que tout le monde consomme plus d'électricité, ce qui est naturel et ce qui sera fait. Mais il y a aussi des enjeux de flexibilité des réseaux, je rentrerai peut-être dans les détails, à part s'il y a un sujet technique, qui permettent d'éviter ça. Mais en tout cas, comment on pousse à l'électrification des usages, ou en tout cas à l'utilisation d'énergies nouvelles, on a un cas tout à fait intéressant en Occitanie, c'est l'usine Idoc. Là on n'est plus sur de l'hydrogène. On a la chance d'avoir la plus grande usine de production massive d'hydrogène sur la région d'Occitanie, qui a été accompagnée par la région justement, et par Kerr, qui est l'industriel qui a porté le risque, et qui a fait cette usine alors même que les usages n'étaient pas là. C'est intéressant. Et cette usine, elle est dédiée à la production massive d'hydrogène, notamment pour la mobilité lourde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en suivant? Eh bien, il faut mailler le territoire de bornes de charge hydrogène par exemple. C'est ce que s'évertue à faire Kerr. Donc on a fait le site de production. Derrière, on maille le territoire avec des stations. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à aujourd'hui acheter des camions ou des outils de transport qui soient décarbonés. C'est le choix qu'a fait la ville de Béziers par exemple, l'agglomération. Elle a acheté, je crois, 13 bus hydrogène. Et donc c'est un peu ça, l'idée c'est qu'il faut d'abord porter le risque, et les industriels sont là pour ça, et ils ne se défilent pas. Je le dis encore avec ce projet d'IDOC, on voit qu'il y a un industriel qui a porté le risque en faisant une usine, et derrière il faut que les usages puissent se pousser. Et donc c'est là qu'on attend aussi l'aide des pouvoirs publics, parce que c'est de l'investissement, effectivement. Un outil de locomotion, un camion ou un bus hydrogène coûte plus cher aujourd'hui qu'un bus diesel, au essence, ça c'est une certitude. Par contre on sait que c'est le sens de l'histoire, et donc il faut pousser ça, et il y a des gens comme l'ADEME qui peuvent accompagner sur ces investissements, mais c'est bien parce qu'on voit, donc je répète que même s'il n'y a pas l'usage, les industriels voient à l'avance et peuvent porter de danger. Donc derrière c'est à nous de pousser sur les usages, et là ce sont nos politiques qui font les choix, c'est nous qui les choisissons, donc on doit porter notre voix aussi pour que cette utilisation d'argent public puisse être amenée vers ces moyens de mobilité. Jalil Benabdillah, quel est le rôle d'une région comme l'Occitanie pour accélérer les usages alors que des entreprises pourraient douter de l'électrification? Déjà, on a mis en place un certain nombre de feuilles de route énergie que vous connaissez, que ce soit sur l'éolien flottant, que ce soit sur l'hydrogène, que ce soit sur l'électrification, mais aussi sur les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, qui sont les carburants durables. Et aujourd'hui, bien sûr, on n'est pas dans les mêmes niveaux de maturité et les mêmes niveaux de compétitivité. Il y a certaines technologies où on doit développer les usages, et développer les usages permettrait de réduire le coût unitaire donc, de consommation. Tant qu'on n'a pas développé les usages, on restera sur des sujets à force subvention, étatique, européenne, peu importe, mais tant que ce n'est pas porté par les pouvoirs publics et par les subventions, on n'y arrivera pas, notamment sur le projet. Mais je peux vous assurer aussi que, par exemple, l'Europe a freiné des secteurs, et la France aussi, elle a suivi sur l'hydrogène. Ce n'est pas le cas de la région Occitanie. Nous avions une feuille de route hydrogène, on continue à la développer, et donc IDOC, entre autres, mais un
MGH, mais aussi CARE, etc. Et ce sont des entreprises qui vont continuer à suivre sur la voie de l'hydrogène. Et en termes de perspective industrielle, dans la région, il y a quand même eu une grosse annonce la semaine dernière qui médiatiquement est passée plus ou moins inaperçue sur la PPE3 et la fusion des appels d'offres. Et ça concerne l'industrie dans la région, et c'est un enjeu de réindustrialisation sur les éoliennes offshore. Un mot là-dessus Oui, parce que vous y étiez, je crois. Oui, j'y étais. Justement, on parlait d'influence et de représentation. J'étais présent avec le ministre Roland Lescure et Maud, la porte-parole du gouvernement Préjean, qui ont annoncé un petit peu la déclinaison de la PPE3 sur la partie électrique notamment. Et donc, évidemment, la région s'en sort bien. On était très inquiets parce qu'on avait cru comprendre qu'on allait diviser par deux les puissances dédiées pour la région Occitanie, notamment qui concerne Port-la-Nouvelle, sur lequel la région a mis plus de 430 millions d'euros d'investissement pour le rendre opérationnel, effectif. Et donc, on est sur la réindustrialisation et sur les chemins de décarbonation. Et donc, on a mis des moyens. Pareil de côté de 7. Et donc, aujourd'hui, on a eu 4 projets, 2 dans le golfe de Lyon Centre, donc directement liés à Port-la-Nouvelle, et un à Narbonne, je crois, un à 7, qui vont concerner aussi Port-la-Nouvelle. Donc en tout, c'est 3,2 gigas, un peu plus peut-être d'éoliennes flottantes qu'on va pouvoir être dédiées à Port-la-Nouvelle, et ce qui rassure un petit peu les investisseurs publics et privés. Parce que quand je dis 430 millions d'euros, c'est la moitié région Occitanie et la moitié, enfin un peu moins de la moitié, c'est la CEMOP. Et donc les industriels, lors du dernier comité stratégique au FOAT, pour ceux qui, le salon de l'éolien flottant, nous ont dit clairement qu'ils étaient stressés, inquiets et qu'ils vont reporter, faire pause sur leurs investissements et sur leurs engagements. Et donc s'il n'y avait pas eu cette réponse très directe et très forte, on aurait eu de grosses difficultés pour nos entrepreneurs qui prennent des risques, effectivement, avant même que les usages ne soient développés. Ouais. Et vous prenez, tant que vous avez le micro, vous prenez aussi des nouvelles méthodes interterritoriales aussi, sur le modèle de la Mechanic Valley. Je ne sais pas si ça parle à certains dans la salle, je suppose que oui, c'est un cluster industriel transdépartemental, je ne sais pas comment on peut dire, entre l'Aveyron, Corrèze, Lot, oui, comme ça. Et vous souhaiteriez, vous envisagez en tout cas de pousser un espèce de Mechanic Valley, mais Languedoc, en quelque sorte. Oui. Ouais. C'est intéressant de... Vous êtes bien renseigné. Parce que ça, tant que la présidente ne l'a pas annoncé, moi je ne suis pas censé en parler, mais bon, je peux vous dire qu'on réfléchit. C'est écrit dans les indiscrétions déjà, mais bon. C'est vrai, c'est des indiscrétions. C'est public. Non, mais ce qu'il en est, c'est surtout, on pousse les synergies territoriales, c'est évident. Aujourd'hui, plus personne ne peut travailler en autarcie, que ce soit un pays, que ce soit une région, que ce soit un territoire, c'est une évidence. Concrètement sur Béziers, ça peut vouloir dire quoi? On travaille avec mon voisin de droite, avec quelques voisins qui sont de côté de Toulouse, ceux du carreau danien d'Alès. Il y a 3 bassins très identifiés de ce côté-ci de la région, donc le conscient, c'est le carreau danien avec autour du nucléaire et du CEA, mais pas que, il y a d'autres industries. Alès, évidemment, bassin industriel historique, qui a connu la reconversion, et puis Béziers, le Vidois, qui est dans une renaissance industrielle. Donc on a ces 3 pôles industriels doivent travailler de manière intelligente et intelligible pour le citoyen avec Toulouse. Il y a par exemple des salons ici, Intersud, il y a un Cian du côté de Toulouse, il n'y a pas beaucoup de synergie, on est en train d'y travailler aussi. Enfin voilà, c'est un écosystème qu'on veut travailler, les 3 parties ou les 4 parties sont toutes d'accord pour travailler sur ces synergies, pour essayer de tirer vers le haut. L'idée, c'est bien sûr de développer ce qu'on appelle la coopétition. Alors la coopétition, c'est la coopération des compétiteurs. C'est-à-dire on prend des gens qui sont a priori des compétiteurs ou des concurrents ou des adversaires économiques, et qui doivent coopérer pour grandir ensemble, et la part de marché de chacun Mathieu Aurillac, j'ai une question aussi pour vous. Florence Lambert, une patronne de Genvia, dit qu'il faut retrouver le goût du risque industriel. C'est de la technologie certes, mais sur des secteurs de rupture comme Genvia, c'est aussi remettre au goût du jour des activités industrielles auxquelles on ne pense plus du tout. Et vous prenez, vous, la réouverture des mines, il me semble, pour renforcer notre souveraineté. Vous avez entendu ma question? Ça, c'est la question qui fait que je ne peux pas rester au cocktail après.
tout ce qui est produit en industrie vient du sol. Tout ce qui est produit en industrie vient du sol. Donc vouloir réindustrialiser et se cacher les yeux sur le fait qu'il faut réouvrir les mines, ben, c'est se mentir. Et je peux illustrer mon propos. Il faut du cobalt pour la transition énergétique, notamment je crois que c'est dans les moteurs électriques de voitures électriques. Bon, ben, la majorité du cobalt vient de pays africains dont j'ai plus le nom, la quasi-totalité. On a du cobalt en Alsace. Et ce cobalt en Afrique est produit dans des conditions inadmissibles sur le plan humain. Donc on a une forme d'hypocrisie aussi collective à ne pas vouloir d'industrie près de chez nous, parce que vouloir l'industrie souveraine, c'est aussi réouvrir les mines souveraines. Vous avez entendu parler du détroit d'Ormuz, évidemment. On est en train d'apprendre qu'on n'aura plus d'aluminium. L'aluminium, c'est de bauxite. On en a à Bédarieux de la bauxite. On a fermé toutes nos mines de bauxite. On a une usine de tungstène en Ariège qui devait réouvrir. Et si mes informations sont bonnes, cette mine ne pourra pas réunir parce qu'il y a des mouvements zadistes qui ont bloqué l'accès à cette usine et dont on pense qu'ils sont financés évidemment par des puissances étrangères. Donc il faut aussi que vouloir réindustrialiser, c'est sortir de notre naïveté et de ce monde voilà, qu'on pense tout propre. Réindustrialiser, c'est aussi être souverain du début à la fin. Agnès Julien. Oui, dans ce qui vient d'être dit, évidemment, mais bon, je crois que la souveraineté, ça a été dit pour les énergies. Actuellement, effectivement, le contexte géopolitique nous a incité à être de plus en plus indépendants. On a parlé d'énergie produite ici, mais il faudra rapidement remplacer le gaz et peut-être plus vite, comme le gaspillage, comme vous le croyez, plus de souveraineté sur le pétrole. Effectivement, il y a les minerais, mais quand on parle de ça, je crois que le plus grand enjeu aujourd'hui, qui est un enjeu peu évoqué finalement, c'est les terres rares. Sans terres rares, il n'y a aucune électronique. Aujourd'hui, on n'a pas identifié, tout au moins en territoire national ou métropolitain, de gisements de terres rares. On sait qu'il y en a dans des contrées françaises mais lointaines, auxquelles personne ne veut toucher aujourd'hui, parce que effectivement, c'est des lieux magiques, qui sont la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, avec d'autres problèmes. Mais si on n'a pas de terres rares demain, ça veut dire plus d'armée, plus d'électronique, plus de téléphone, plus de véhicules, et la facture sera encore plus lourde. Donc je crois que quand on parle d'aluminium, sans qu'on parle de ce qu'on fait chez nous, on est effectivement concerné. L'avantage de l'aluminium, c'est que les 100% recyclables à l'infini, ça ne va pas s'arrêter tout de suite, heureusement. Mais en revanche, il y a des choses sur lesquelles les terres rares, on ne les recycle pas. Donc là, c'est un vrai enjeu, c'est un enjeu industriel et c'est un enjeu pour tous. Et je crois que c'est un enjeu dont on parle peu parce qu'il y a un tabou sur le sujet. On y arrive sur les micros, on va y arriver. Peut-être un mot sur le salon de taf à Béziers, le 16 avril, travail, avenir, formation. C'est parce qu'il y a l'enjeu de l'attractivité de la filière. Là, typiquement, ce salon est là pour travailler l'attractivité, parce qu'il n'y a pas que l'industrie. Enfin, l'industrie est en concurrence avec d'autres filières qui attirent plus les ingénieurs. Hein, d'ailleurs, le monde du software ou des énergies renouvelables, ils sont généralement plus attirés par ça que par l'industrie pure et dure. Comment travailler, par exemple, sur le salon de taf à Béziers, pour comment redorer le blason de l'industrie auprès des jeunes, parce que là on a des jeunes et on les en remercie, mais ils sont convaincus puisqu'ils sont inscrits dans des filières. Donc mais comment peut-être faire venir plus aussi, en attirer davantage. Les salons TAF qui se passent dans toute la région, un peu partout, rencontrent un succès énorme. Moi j'ai inauguré par exemple celui de Nîmes. L'an dernier on était à 7000 jeunes qui étaient les jeunes jeunes. Aujourd'hui on est à 9000. Il y a vraiment une appétence réelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'orientation, de la formation, de l'information, mais il y a aussi des entreprises qui viennent avec des offres d'emploi directes et donc ils recrutent sur le salon. Donc on peut choisir son avenir, on peut trouver un travail, on peut se réorienter, on peut capitaliser sur ce qu'on sait pour pouvoir aller plus loin. Donc ça rencontre un succès fou et donc on est sollicité pour en faire un peu partout, mais on peut pas. On a aussi des formules plus light pour des territoires plus petits, et donc on fait des tafs un peu, on va dire, un peu plus légers, qui mobilisent moins de ressources. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de partenaires, tous les partenaires, donc France Travail, les maisons
création d'emplois, enfin, etc. Tous se sont mobilisés sur cette journée qui dure donc et qui va partout dans tous les territoires d'Occitanie. Et cette année, on a fait le choix volontaire, parce qu'il faut aussi regarder le budget, de ne pas le faire à Toulouse et à Montpellier, ce qui a amené beaucoup de monde vers Béziers, vers Nîmes, et ça, c'est pas plus mal finalement que les Montpelliérains, même les jeunes aillent jusqu'à Nîmes ou jusqu'à Béziers pour trouver du travail. Pas que les journalistes. Agnès, peut-être sur l'attractivité de... Pour l'attractivité, Ouais. je crois que oui, les initiatives se multiplient aussi. On fait des classes en entreprise, on accueille aujourd'hui des scolaires dans les entreprises, on fait des journées portes ouvertes, on accueille même des parents d'élèves, ce qui est assez nouveau, puisqu'effectivement c'était généralement les premiers à dire on ne va pas dans l'industrie, il n'y a pas d'avenir. Donc au moins pour les faire changer d'avis, il faut commencer par les parents pour que les jeunes aient envie derrière. Donc c'est plein d'initiatives que l'on prend et généralement on a quand même des belles surprises, c'est-à-dire que nous, la première classe qu'on a fait en entreprise, c'était l'année dernière, c'était avec un collège de Narbonne. Cette année, c'était fait avec un collège de Béziers. Et pour le coup, l'année dernière, je pense que les élèves étaient mal préparés, c'était très nouveau aussi. Cette année, en revanche, ils étaient bien mieux préparés, les professeurs avaient aussi joué leur rôle. Et pour le coup, les jeunes qui sont venus, on a eu le sentiment qu'ils étaient repartis en se disant c'est pas ce que je croyais, finalement, c'est beaucoup mieux. Évidemment, dans le lot, il y en a qui ne vont pas vouloir faire ça du tout. Mais déjà, si on crée quelques vocations au sein d'une classe, c'est pas mal. À l'époque, il y avait quand même deux qui disaient je vais travailler dans l'industrie comme étant une fin en soi. Donc, s'ils commencent à le penser, c'est déjà énorme. Et je crois que plus on aura d'initiatives, plus on montrera que l'industrie, c'est pas ce qu'on imagine. C'est pas. Moi, j'ai toujours dit c'est pas Germinal. Alors, il ne faut pas dire aujourd'hui aux jeunes c'est pas Germinal, c'est parce que c'est Germinal. La référence, elle est morte, donc voilà, c'est pas la peine de leur dire. Mais en revanche, c'est quand même ça l'histoire, c'est bien leur montrer que c'est pas ce qu'on imagine et c'est pas ça. Et pour rebondir, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est quand même assez récent qu'on fasse ça, qu'on fasse venir les classes. Je pense qu'on l'a pas assez tôt fait. Et on devrait continuer à le faire et même communiquer mieux sur nos entreprises. Quand on voit aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé les clips de l'armée, par exemple, à la télé, on a envie de s'enrôler derrière. Donc je ne comprends pas pourquoi les industriels ne le font pas plus. Alors sur le salon TAF, par exemple, qui est une réussite à Béziers, on fait un village industrie pour montrer le poids de l'industrie et la force qu'on a commune. Et ça c'est top. Mais je reviens un peu sur la communication et les réseaux sociaux. Forcément les industriels, on n'est pas fort là-dedans. On n'est peut-être pas fort, mais je pense que c'est notre devoir que de le faire aussi. Parce que c'est comme ça qu'on attirera les talents. En ayant des réseaux sociaux autres que LinkedIn, pourquoi pas Instagram, TikTok. Je suis mauvais élève, je ne l'ai pas, mais je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Tout le monde le fait aujourd'hui, même les politiques, pour avoir des voix. Sinon, on ne peut pas le faire pour quelque chose qui a du sens, pour leur montrer la vérité de nos métiers et qui peuvent avoir un job et qui a du sens et qui peuvent aller vers une énergie collective pour changer le monde. C'est dommage. Donc faisons-le, faisons-nous aider peut-être par ça si on a passé l'âge, mais en tout cas, je pense qu'on peut le faire. Juste à titre d'illustration, on a eu la chance, nous, d'avoir un reportage de Brut, qui est un média qui devient un média en vogue. Bon, autant dire que quand on a été sollicité pour faire ce reportage, on a évidemment dit oui. C'est notre responsable QSE qui a été le guide de ce reportage de Brut. On a mis à des dizaines de milliers de vues. Et finalement, c'est énorme. Et d'un seul coup, ça porte l'industrie. Et c'est quelque chose qui ne s'était pas fait avant. Et petite anecdote, la journaliste n'avait jamais mis un pied dans une usine. Elle ne savait pas ce que c'était. Et du coup, elle ne savait pas ce qu'était une machine-outil. Elle était quand même journaliste, et américaine, enfin franco-américaine. Elle n'avait jamais vu une usine, jamais vu une machine-outil, jamais vu un ouvrier. Donc c'était le bureau, oui. Et c'était ça, quoi, le niveau. Et en même temps, le reportage est vraiment chouette. Elle parle anglais, c'est déjà ça. Et donc, non, juste, parce qu'après il faut conclure, Jalil, sur peut-être un rebond, et puis peut-être le soft power en deux mots, ce que tu en avais parlé sur Louis Gallois, ce qu'il avait apporté à l'image d'Alès, parce que Jalil était avant vice-président d'Aveco à Alès Agglomération. Et la façon dont Louis Gallois parlait de Béziers a finalement été la meilleure campagne d'Alès, a finalement été la meilleure campagne de pub pour Alès, quoi, presque. Moi, je commence par ça, si tu veux. J'ai eu le plaisir d'inviter pour un concours d'innovation qui a lieu à Alès, qui s'appelle Alès Audace, qui est le concours le plus noté, le mieux noté de France, 130 000 €. Et j'ai eu l'audace d'inviter quelques personnalités pendant que j'étais vice-président, dont Louis Gallois. D'abord, il a répondu présent, il est venu. Louis Gallois, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, il a été patron d'Airbus, il a été patron de la SNCF, il a été conseiller de gouvernement, il a créé des rapports importants, et donc et puis président du conseil de surveillance de Peugeot Citroën.
donc il sait ce que c'est que l'industrie, et ce que c'est que l'international et la conjoncture. Et quand il est venu à Alès, il a découvert, vraiment, il a pris une claque, un bassin qui se bat, qui est résilient, des gens qui ont envie de s'en sortir, des industriels PME, PMI, TPE, des entreprises familiales. Et donc, en fait, il a pris tout ça comme une éponge, il a fait sa soirée, et après, il nous a fait une promotion que vous n'imaginez pas, sur BFM, sur France Inter, sur France Info. Et à chaque fois, on allait chercher ces extraits, parce qu'on parlait mieux de nous que nous-mêmes, en fait. C'était lui qui était notre ambassadeur, qui disait bah, il y a des territoires en France qui sont résilients, qui sont forts, qui ont une tradition culturelle. Ils ont perdu 20 000 mineurs, mais ils sont toujours là et ils sont résilients. Et ça a été vraiment un coup de booster pour tous ceux qui se battaient pour réindustrialiser ce bassin minier, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et un mot sur les jeunes, juste pour une alerte et un souhait. Une alerte vis-à-vis des entreprises. Je suis chef d'entreprise dans une PMI industrielle, et en fait, on fait parfois aussi pas ce qu'il faut, notamment vis-à-vis des jeunes de 3e, etc., quand ils veulent chercher leur petit stage d'une semaine ou 4 jours, et on ferme parfois les portes, on n'est pas toujours très allant parce qu'ils ne sont pas productifs, parce qu'ils vont faire juste, il faut ouvrir les portes, parce que si la première rencontre avec le monde économique, c'est un refus, c'est une déception pour le jeune et pour les parents, c'est une catastrophe pour l'industrie. Donc il faut ouvrir. De l'autre côté, quand on a créé le club école-entreprise, le club école-entreprise, j'étais co-animateur de CLÉ, ben, j'ai vu qu'on a toutes les initiatives qu'on a proposées au lycée, par exemple, ont été un peu retoquées. Parce que l'éducation nationale est très fermée, il faut le dire, elle ne veut pas faire entrer les entreprises à l'intérieur de cette enceinte qui est protégée parce qu'on a l'image des États-Unis. Quand Coca vient, elles vont c'est du sucre, on a des enfants diabétiques et de dépendance. En France, on a des industries qui sont responsables, consciencieux, et on peut travailler avec eux sur la proximité. Et les cours que j'ai beaucoup appréciés à l'école du Mines, ou que ce soit à l'université de Montpellier, c'est ceux qui étaient faits par des industriels praticiens, parce qu'ils me faisaient aimer leur métier. Merci Jalil, merci Mathieu Olac, merci Mathieu Dossa et merci Agnès Julien, on peut les applaudir.